Salut à tous, c'est Don't Panic Games. Salut! Alors, vous nous demandez souvent à quoi jouer en fonction du nombre de joueurs et de la thématique du jeu. Eh bien, ne paniquez pas. On a plein de jeux en catalogue. Il y en a forcément un qui va correspondre à vos envies. Du coup, on s'est dit que c'était le bon moment pour vous préparer une petite sélection de nos jeux avec plus ou moins de joueurs et des thématiques qui correspondent plus ou moins à vos souhaits. Et aujourd'hui, en particulier, avec Nico, on vous a préparé une sélection de jeux pour deux, parce qu'il y a potentiellement des chances que vous soyez à la maison et que vous ayez un joueur à disposition, et un petit peu de temps pour tester, des nouveaux jeux. Je sais pas pourquoi. Si par hasard vous êtes bloqué chez vous avec un seul joueur. Ouais. Voilà. Voilà, comme tu dis, donc on s'est posé la question de regarder un peu les jeux qui pouvaient se jouer à deux dans notre catalogue. Et en fait, on en a trouvé pas mal. On en a choisi 5 qui représentent à chaque fois des conflits un peu légendaires entre des personnages mythiques et qui sont donc étudiés spécifiquement pour jouer à deux joueurs. Le premier qu'on avait en tête, c'était Above, qui est un jeu qu'on a sorti l'année dernière. euh, qui est un jeu de stratégie, de réflexion, d'anticipation, de déduction. Le principe, c'est que les dieux de l'Olympe se livrent à une course effrénée pour arriver au sommet du mont Olympe afin de gagner le trône qui va leur permettre de devenir le roi des dieux. Donc les joueurs vont jouer les 8 divinités grecques. Donc on a Zeus, on a Poséidon, Hadès, les grands dieux grecs. Et l'idée, c'est qu'à à son tour, un joueur va pouvoir activer une de ces divinités en la faisant se déplacer et utiliser son pouvoir spécial, qui est différent pour chaque dieu. Par exemple, Zeus lance de la foudre qui va empêcher les autres dieux d'utiliser leur pouvoir. Poséidon peut créer des lames de fond qui vont repousser les autres dieux. Euh, Aphrodite peut charmer un autre dieu et le forcer à se déplacer. Chaque divinité a une compétence particulière. Le twist, ce qui rend le jeu encore plus intéressant, c'est qu'au tour suivant, l'autre joueur va lui aussi déplacer une divinité et activer une divinité, mais pourra très bien, cette divinité peut très bien être la même qu'une de celles qui a été déplacée par le joueur précédent. C'est-à-dire que ce sont les deux joueurs qui vont jouer les 8 divinités. Et le but du jeu, c'est d'être le joueur qui, le premier, à son tour, arrive à amener une des divinités au sommet de l'Olympe. Alors ça fait qu'en fin de partie, quand il commence à y avoir plein de divinités près du sommet, la partie en fait s'accélère, devient très très intense, parce que chaque joueur est obligé de réfléchir, attention là si je bouge celui-là, mais lui il peut encore bouger Zeus au tour suivant, donc ça va faire que c'est peut-être lui qui va déplacer. Et il y a une espèce d'accélération, d'explosion dans les neurones du joueur qui fait que c'est très très agréable d'arriver en fin de partie et donc de se battre pour une course au finish jusqu'au haut de l'Olympe. En sachant qu'il y a aussi une version pour 4 joueurs, où là les joueurs vont jouer en équipe, deux équipes de deux, et en fait les deux équipes vont se partager toutes les cartes. Donc ça rajoute un peu un élément d'aléatoire. On peut se retrouver par exemple avec deux cartes Zeus et faire bouger Zeus deux fois de suite. Ça rajoute un peu des éléments dynamiques à la partie qui rendent la partie très intéressante aussi à 4 joueurs. Peut-être en ayant un peu moins de réflexion et de stratégie où il faut se creuser les méninges et un peu plus d'éléments aléatoires, mais du coup ça reste très amusant de jouer à 4. Mais le jeu à la base est conçu pour 2 joueurs. Ok, merci pour ces précisions. Du coup, c'est un jeu d'Yves Charamel Le Nain qui est illustré par Maeva da Silva, qui dure approximativement une demi-heure à deux joueurs. Voilà, qu'on peut jouer du coup avec plus ou moins d'entraînement intellectuel sur la réflexion en coup. Euh, et dont le matériel est sublime. J'ai essayé de vous le montrer du coup avec la caméra. Voilà pour notre premier jeu de la sélection à deux joueurs. Le jeu suivant auquel on a pensé, il fait partie de notre ligne de DC Comics Deck Building. Et en fait, on en a un qui s'appelle Rivals, Batman versus Joker, et qui est donc conçu spécifiquement pour deux parce que l'un des joueurs va donc incarner le Joker et l'autre joueur va incarner Batman en utilisant en fait une version de joueur des règles normales de DC Deck Building. C'est-à-dire comme dans tout deck building, on va commencer avec chaque joueur à son propre deck de cartes
qui vont au départ, il n'y a pas beaucoup d'attaques très fortes, on a des coups de poing, des coups de pied, on va pas faire beaucoup de dégâts, mais au fur et à mesure de la partie, on va réussir à se débarrasser des cartes qui sont moins intéressantes pour acquérir de nouvelles cartes plus puissantes et progressivement infliger de plus en plus de dégâts à son adversaire. Euh, L'idée étant que donc les cartes représentent essentiellement des lieux, des personnages et des pouvoirs qui sont issus des mondes de DC Comics. Mais plus spécifiquement pour ce jeu, donc, c'est Batman versus Joker. Donc, le joueur de Batman va rajouter plutôt des héros à son deck comme Batwoman, Robin, etc. Alors que le Joker va rajouter à son deck les vilains mythiques de l'univers de Batman comme le Pingouin, Double Face et tous ces super vilains mythiques qui habitent à Gotham. Ok, donc là, on est plutôt sur un jeu de deck building assez accessible où on nous propose d'incarner une des deux légendes, le clan du bien et le clan du mal. Voilà. Euh, on est sur une durée de partie qui est autour de 45 minutes. Euh, voilà, c'est le jeu de duel de la gamme d'ici qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus C'est ça. varié. Si C'est vous c'est la adhérez à version deux joueurs et donc ils ont pris effectivement le conflit le plus mythique de l'univers de DC, c'est Batman contre le Joker. Ok, hop, ouais, Le troisième que j'ai sur ma liste et qui vient de sortir chez nous, c'est The Horror Attack, le retour de la revanche des héros londoniens, qui en fait est une adaptation d'un jeu à l'origine en espagnol qui s'appelait Monstruos versus Heroes, les monstres contre le héros. super. Et qui en fait, tu parlais de lutte entre le bien et le mal, ben là c'est exactement ça, c'est ni plus ni moins qu'une lutte entre la lumière et les ténèbres. Euh, En fait, au début de la partie, chaque joueur se voit attribuer une faction qui va être soit les héros, soit les monstres, The Hero ou The Mhm. Monstre, et va essayer de jouer des cartes donc, qui correspondent à sa faction afin de marquer le plus de points possible. Les règles sont très très simples. À son tour, on a le droit de soit jouer une carte, soit de piocher une carte. Euh, Bon, l'idée- on a deux paquets de cartes, deux paquets différents, je crois, dans cette boîte. alors c'est ça l'idée, c'est qu'en fait ça n'est pas un jeu, mais deux jeux en un d'une certaine manière. Il y a deux paquets de cartes dans la boîte et chacun des deux paquets peut être utilisé à deux joueurs. On a un Mhm. paquet donc qui est plus qui s'appelle Cauchemar victorien et qui donc utilise plutôt les personnages, c'est des films, un peu les personnages des films de la Hammer, tu vois, Dracula, Frankenstein, la momie, les monstres classiques de l'horreur victorienne. Euh, Les illustrations sont superbes. Du les coup, illustrations sont vraiment très sympas. Euh, hop. euh, et donc tu as un paquet comme ça qui te permet de jouer de 2 à 4 joueurs, et tu as l'autre paquet qui est aussi dans la boîte, et qui lui est plus centré sur Sherlock Holmes. Alors c'est Sherlock Holmes qui se retrouve en enfer, donc il y a aussi des monstres, il y a aussi un élément surnaturel, mais là les cartes ça va être Sherlock Holmes, Moriarty, il y a des démons, et tout ça, quoi. Ok. Euh, Je L'idée regardais, c'est pardon, excuse-moi, sur les cartes, du coup, il y a des. À chaque fois, on a donc des actions, enfin, on voilà, résout les actions qui il sont y indiquées. a deux éléments importants sur la carte. Il y a, en haut à droite de la carte, il va y avoir soit un petit soleil, soit un petit crâne qui va représenter le nombre de, enfin, soit plusieurs petits soleils, soit plusieurs petits crânes qui vont représenter le nombre de points que la carte va ramener à la faction qui lui correspond. Et ensuite, effectivement, en bas de la carte, il y a l'effet de la carte. Quand on joue la carte, on va donc résoudre l'effet qu'il y a sur la carte qu'on vient de jouer. Donc les Ok, règles sont donc pour très très savoir simples. Ouais. Mais après, c'est en jouant les cartes qu'en fait tu vas révéler des pouvoirs qui rajoutent des points de règle. D'accord. Et du coup, à la fin, pour savoir quelle faction d'identité secrète a gagné, on révèle nos factions, si on est dans les héros ou dans les monstres, et on comptabilise uniquement le nombre de soleils d'un côté et le nombre de Voilà têtes de ça. mort de l'autre. Avec en plus sur chaque faction un petit bonus. Oui. Chaque carte faction a deux personnages dessus. Si tu arrives à avoir soit l'un, soit l'autre dans ta zone de jeu à la fin de la partie, tu vas gagner 2 points supplémentaires. Ok, donc L'autre chose, c'est que les paquets peuvent être combinés. Donc d'accord. tu peux jouer de 2 à 4 avec chacun des deux paquets, mais tu peux jouer de 2 à 8 joueurs pour quand tout d'un coup on aura plein de gens qui viendront à la maison. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs en fait en combinant les deux paquets, mais qui marchent aussi à deux, ça fait des parties un peu plus longues.
mais on peut combiner les deux paquets pour ajouter un peu d'imprévu où tout d'un coup Dracula va se retrouver face à Sherlock Holmes, quoi. Et donc on peut jouer avec les deux paquets ensemble. Ok, et sans spoiler rien du tout ni donner d'informations, il est possible qu'il y ait d'autres jeux qui arrivent qui viennent aussi se combiner à celui-là pour continuer de l'utiliser le plus longtemps possible. Exactement. Peut-être que The Horror attaquera encore au début de l'année prochaine. D'accord. Du coup, c'est un jeu qui joue à partir de 8 ans et donc à partir de 2 joueurs. Ça fonctionne bien à 2 joueurs, mais on pourra aussi l'étendre si vous êtes plus nombreux autour de la table. C'est des parties qui durent entre 15 et 30 minutes selon le nombre de joueurs et c'est un jeu d'Enrique Dueñas. C'est ça. Hop, voilà. Les Alors, illustrations ouais, sont bien chouettes. Ouais. ouais. Euh, Ensuite, sur ma liste, on passe à... Là, on était dans des conflits un peu légendaires, hein. On a des super-héros, des dieux, des monstres, etc. On a aussi des jeux à deux joueurs qui sont qui sont aussi des conflits d'ampleur mythique, mais qui sont plus centrés historiquement, on va dire. Le premier auquel on avait pensé, c'était Seven Ronin, qui est un jeu qu'on avait traduit de l'anglais, qui est à l'origine de Grey Fox Games. Euh, qui est un jeu en fait où, comme dans les grands classiques du cinéma japonais de Kurosawa, etc., il y a un groupe qui va jouer, un joueur qui va jouer un groupe de Ronin, c'est-à-dire des samouraïs sans maître, des mercenaires en fait, qui ont décidé de Mhm. risquer leur vie pour défendre un pauvre village sans défense contre un clan de ninjas qui chaque année attaque le village juste après la moisson pour leur faucher leur blé, quoi. Et, dans leur désespoir, ils sont allés essayer de recruter des mercenaires pour défendre le village. Et donc on va avoir un des joueurs qui va jouer les Ronin et un autre joueur et qui va être représenté en fait par... Il y a plein de petites étoiles de ninja, je sais pas si on les voit bien, mais il y a plein de petites étoiles de ninja dans la boîte qui chacune représente un ninja. Plein, plein, plein. Hop, j'en mets partout. Euh, L'idée, c'est que c'est un jeu donc de programmation cachée. C'est-à-dire qu'au début du tour, chacun des joueurs va programmer ses mouvements. Le joueur des Ronin va décider où est-ce qu'il va envoyer les Ronin et le joueur des ninjas va décider où est-ce qu'il va envoyer les ninjas dans le village à défendre. Le ninja va pouvoir bénéficier des pouvoirs spéciaux de chacune des zones. Il y en a qui lui permettent de faire plus de dégâts, il y en a qui vont lui permettre de rajouter des ninjas ailleurs. Donc chaque zone a son propre petit pouvoir. Et les Ronin vont donc aussi placer secrètement les Ronin pour le tour afin de tuer le plus de ninjas possible. En sachant que les Ronin, donc au départ, le joueur des Ronin a 7 Ronin, qui a en revanche tout un clan de ninjas, il y en a une quarantaine je crois, mais il n'y a pas une infinité de ninjas, donc le joueur des Ronin va devoir petit à petit, au fur Et et à faire mesure de la partie, utiliser l'attrition pour tuer le plus de ninjas possible et défendre le village. super, ça a l'air d'être très immersif. Tu as peut-être le jeu. J'ai la boîte du jeu, ouais, tout à fait. Hop, c'est Seven Ronin, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. L'épopée historique à 2 joueurs. Pour une ambiance des 7 samouraïs. Voilà. Et donc, après, pour finir, bon, on va pas dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais moi, c'est un de mes préférés parce que je suis un peu historien sur les bords. Le dernier, donc, c'est Dual Powers Révolution 1917, qui est un jeu de stratégie, de contrôle de zone, un peu de draft. L'idée, c'est que, et peu de gens savent ça, en fait, la révolution russe de 1917, c'est deux révolutions. Il y a eu d'abord une révolution au début de l'année, qui était une révolution qui a eu lieu après l'abdication du tsar et qui a formé un gouvernement provisoire dirigé par quelqu'un qui s'appelait Alexandre Kerensky. Mais pendant ce temps, le parti bolchevique voulait lui, de son côté, soulever en fait les ouvriers et les soldats de la ville de Saint-Pétersbourg pour avoir en fait mené leur propre révolution par un soulèvement populaire. Et ce qui a donné la révolution, ce qu'on appelle l'Octobre Rouge, et donc la révolution qui a créé l'Union soviétique. Et donc dans le jeu se passe en fait entre la première révolution conservatrice du début de l'année et la révolution bolchevique de la fin de l'année.
Et les joueurs vont jouer d'un côté le gouvernement provisoire qui tente de garder le contrôle de la ville de Saint-Pétersbourg, et de l'autre les Oui. bolcheviks qui vont essayer de justement soulever la ville contre le gouvernement provisoire afin de lancer leur propre révolution. L'idée donc c'est que le jeu se déroule dans la ville de Saint-Pétersbourg et le plateau représente en fait les différents quartiers de la ville. Et à chaque tour, les joueurs vont essayer de prendre le contrôle de certains quartiers afin de marquer des points. Euh, simplement. Euh, les joueurs ont des objectifs secrets, donc on ne va pas savoir quel est exactement le quartier que l'autre joueur va essayer de contrôler, mais en jouant des cartes, on va pouvoir déplacer des unités et faire différentes actions. Alors en fait, les cartes, elles sont pas mal parce qu'elles sont multifonctions. Elles couvrent un peu la carte, il y a différents types d'informations selon le moment où on la joue. Quand on joue la carte, en fait, au milieu, on a le choix entre différentes actions. Par exemple, là, c'est un double déplacement. Et les petites barres dorées, ça va permettre de recruter des unités dans la zone de la couleur qui correspond. Donc là, par exemple, une unité avec une barre dorée, c'est une unité de force 1, deux barres dorées, c'est une force 2, etc. On a aussi un petit chiffre en haut qui va représenter, parce que la partie se déroule en temps limité, mais la durée va être variable. On a un calendrier sur le plateau, et chaque carte va faire avancer la date de quelques jours sur le calendrier en fonction de la carte. Euh, et ensuite, à chaque mois, il va y avoir des événements spéciaux. En particulier, il y a Léon Trotsky, qui au départ est une unité neutre, mais qui va devenir bolchevique au fur de la partie. Il y a aussi, ça c'est Trotsky, c'est l'option de Trotsky. Et sur la carte, il y avait aussi dans le coin en bas à droite, euh, ça c'est lorsque le joueur doit déterminer son objectif secret, ça donne la couleur et le nombre de points. Et donc là, ça veut dire que si, par exemple, le joueur, à la fin du tour, contrôle une zone grise, il gagnera 2 points. Car la carte donc, vaut 2 points d'objectif. Donc, c'est assez varié, effectivement, et en termes de déplacement ou d'action, et de recrutement, et des objectifs plus ou moins ambitieux, évidemment, ou qui prennent plus ou moins de temps C'est sur ça. notre calendrier. J'ajouterais, parce que je trouve ça assez chouette, qu'en bas de chaque carte, vous avez des citations historiques. Hop, que vous... C'est ça, qui sont Bon. des citations des personnages de l'époque. On a les 7 thèses d'avril de Lénine, il y a des grands discours de Trotsky, il y a pas mal de choses. Oui, justement, donc Trotsky, un soulèvement des masses populaires n'a besoin d'aucune justification. Ce qui a eu lieu fut une insurrection, pas une conspiration. Bref, hein, du coup, c'est à différents niveaux de lecture. C'est Ouais. chouette. Ça, ça fait en plus, ça permet en plus de faire un petit cours d'histoire en jouant, parce que si on lit les citations, il y a aussi des cartes de référence un peu de contexte historique, avec Mhm. juste une chronologie, quoi. Donc ça, La en remise en plus du jeu qui est excellent en lui-même, ça donne un petit cours d'histoire sur la Révolution russe. Il y a un dernier aspect du coup enfin, qui a l'air assez important dans le jeu, qui est Ah, la voix du peuple, la volonté du peuple. Donc ça, la volonté c'est du peuple avec c'est Le un Pen. pion que les joueurs peuvent se faucher l'un à l'autre. Et en fait, parce que sur le plateau, il y a un certain nombre de les unités vertes qui sont des unités neutres. Et en fait, le joueur qui contrôle la volonté du peuple à un tour donné va contrôler toutes les unités neutres du plateau et par conséquent gagner beaucoup plus de conflits dans les zones dont il a besoin. Et Ça, c'est le... ça, c'était les Bref, barricades. Il y a les aussi, pions, c'est super. il y a donc une barricade à chaque tour qui va se déplacer entre deux quartiers. Et il y a aussi des émeutes qui apparaissent un peu partout dans la ville. Donc il se passe vraiment plein de choses sur le plateau. Mais en même temps, le jeu est suffisamment épuré pour que ça reste vraiment un calcul de ah, il faut que je bouge ça pour avoir ça, et donc de quand même pas mal de réflexion et stratégie dedans. À noter que Ok, si vous n'avez pas la oui, chance d'avoir quelqu'un avec qui jouer chez vous, il y a aussi une version solo. Il y a une d'accord. variante qui permet en fait d'automatiser les mouvements du gouvernement provisoire. Donc vous jouez les bolcheviques contre un gouvernement provisoire automatisé Ok. qui est assez dur à battre. Mais donc accrochez-vous. Mais il faut un petit peu d'ambition. Voilà, exactement. Ok, donc ça c'est Dual Powers, la Révolution 1917, un jeu de contrôle de territoire donc au cœur de la Révolution russe.
Et c'est un jeu de Brett Myers qui est illustré par, j'ai peur d'écorcher son nom, Kwanchai Moriya. Conchai Moria, nous on aime beaucoup. On a un ou deux autres jeux aussi qui ont des illustrations de Conchai Moria. Et du coup, il faut compter 45 minutes, Oui, moins d'une heure on va dire. Dans ce... un peu moins d'une heure. Super. Et donc, serez-vous bolchevique ou conservateur? On ne sait pas, mais on espère que cette sélection de jeux vous a plu, que ça vous a inspiré et donné envie de jouer. C'était notre première sélection, la sélection des jeux à deux, et on revient très prochainement avec d'autres propositions de jeux. Super, salut à tous. Salut!